Bon, je voudrais dire bonjour à tous les frères et sœurs, et profiter pour présenter toutes mes excuses pour mon retard. J'avais préparé un petit discours sur le foncier rural, et vu le temps, je ne peux plus. Alors, je prends toutes mes excuses. Je voulais remercier Monsieur le maire, Monsieur le maire et Monsieur Mathias Kofi, qui nous ont vraiment apporté des enseignements. Vraiment, ça nous va au cœur. Et remercier tous les intervenants, ainsi que tous les frères et sœurs qui sont arrivés ici malgré leur agenda très chargé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, Président. Merci. Merci au président de la CARAF. Merci pour vos encouragements. Ça nous va droit au cœur et ça va nous booster pour continuer le travail. Merci infiniment. La parole à M. Boni Anselme, le vice-président de la CARAF. Madame la ministre Owechi et toute votre équipe, en tout cas, merci d'avoir pris l'initiative, ma foi, de nous instruire à travers ce séminaire. C'est extrêmement important parce que c'est vrai, le foncier, c'est un domaine qui peut emporter un pays. Les conflits fonciers peuvent emporter un pays parce que les intérêts sont énormes. D'abord, je voudrais dire que, historiquement parlant, le colon arrive, il remet en cause les États autonomes basés sur des critères ethniques. À l'instar de ce qui s'est passé dans ce pays lorsque les Romains ont colonisé la Gaule, qui deviendra plus tard la France. Il y avait les populations comme les Bretons, les Occitans, les Auvergnats, les Normands, les Limousins, les Catalans, etc. Et plus tard, donc, après avoir choisi la langue latine, qui a donc contribué à mettre en place le pays qu'on appelle la France, ces gens, en tout cas, fonctionnaient exactement comme les éléments socio-ethniques dont j'ai parlé, à savoir les Aguets, les Agnis, les Abrons, etc. Et dans notre jargon, on parlait de notre pays, on disait Aguéman, c'est-à-dire le pays Agué. Et c'est à l'issue, n'est-ce pas, de cette réalité je dirais sociologique, que nos parents fonctionnaient sur le système traditionnel. Cela n'avait posé aucun problème. Donc, comme je le disais tantôt, le colon donc impose un modèle État unique en s'appuyant sur l'État-nation fictif qui devenait propriétaire de toutes les terres au détriment du système traditionnel. À l'indépendance. Monsieur le vice-président, il faut poser la question. Rapidement, je termine. Oui. Ça dit que c'est une contribution que je vais faire, madame la ministre. D'accord. C'est une contribution. Voilà, c'est une contribution. Je vais vous faire des propositions. Je ne vais pas poser des questions, mais c'est une contribution que je suis en train de faire. Tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, à l'indépendance, malheureusement, l'État ivoirien aurait dû purement et simplement s'appuyer sur le système foncier traditionnel en l'inscrivant dans la Constitution. Aujourd'hui, une loi impose le cadastre de toutes les parcelles foncières de nos parents. Alors, malheureusement, le problème se pose, c'est que tout à l'heure, monsieur le directeur des opérations nous a parlé du coût, c'est-à-dire de 20 hectares qui revenait à 400 000 francs CFA. Donc, la situation est vraiment délicate.
Alors, quelles sont mes propositions, Madame le ministre? La sécurisation des terres signifie que les paysannes et les paysans sont condamnés à cadastrer leur espace foncier, mais se trouvent confrontés au problème du coût. Par ailleurs, il convient de rappeler que les ruraux concernés ne disposent pas de moyens suffisants. Ni de coopératives adéquates et fiables pour faire face à cet énorme moyen financier à mobiliser. Alors, les solutions que je propose s'articulent autour de 4 données. Premièrement, Madame le ministre, il faut procéder à un recensement de toutes les terres occupées et appartenant aux paysannes et aux paysans. Cela nous permettra de connaître le nombre d'hectares et le coût de toutes les parcelles à cadastrer. Deuxièmement, sensibiliser toutes les paysannes et tous les paysans, village par village, commune par commune, département par département, sur les dangers qu'ils encourent de ne pas cadastrer leurs parcelles foncières. Troisièmement, sensibiliser également tous les cadres et travailleurs de la région de Lamé, comme la diaspora dans le cadre d'une opération de solidarité envers ces paysannes et ces paysans. Enfin, mise en place d'un cadre de gestion du foncier qu'on appellera Urgence pour une solidarité foncière dans la région de Lamé, qui aura pour activité la mobilisation de la diaspora et toute la région en vue d'une recherche de fonds grâce à des cotisations, des appels de dons au niveau local, national, régional et international. Madame la ministre, mesdames et messieurs les séminaristes, si ce projet n'est pas pris au sérieux, nous risquerons fort bien de vivre un jour l'expérience des centaines en Amérique latine. Je vous rappelle qu'en Amérique latine, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les haciendas, c'est-à-dire les propriétés immenses détenues par des richissimes, des milliardaires, et qui emploient les populations locales comme des ouvriers des manœuvres agricoles. Aujourd'hui, en Amérique latine, ces milliardaires engagent des tueurs à gages pour pouvoir protéger leurs propriétés, s'il vous plaît. Et donc, nos parents risquent fort de devenir des ouvriers agricoles sur leur propre territoire. Autrement dit, ce système foncier risque d'amplifier l'exode rural, puisque les paysannes et les paysans qui n'auront pas pu, faute de moyens, cadastrer leur espace foncier, se trouveront dans l'obligation de devenir des ouvriers et des manœuvres agricoles. Donc, Madame la ministre, voilà un peu l'apport que je voulais vous donner. Je vous remercie. Vous nous déposez ça. Merci beaucoup, vice-président Boni Anselme. La parole revient maintenant à M. Sambo Amisson. Il faudrait décliner ton association. Bon, je suis de l'association AMEF. Association de Mouapé. Okay. De Mouapé en France. Bon, je remercie tout particulièrement Madame la ministre d'avoir eu l'initiative de convier cette réunion. Et je remercie aussi M. le maire et M. Kofi de leur présence. Ma question s'adresse à M. le maire d'Adzopé. Bon, ce n'est pas lui particulièrement, mais seulement comme il est maire, donc il est bien habilité pour me donner une réponse convenable. C'est-à-dire, avant, je ne pensais pas que les gens, vous les maires, vous pensez aux sortissants qui sont en France, c'est-à-dire à l'Hexagone. Bon, à partir de votre présence, je me dis que vous pensez à nous. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes ici, la plupart des gens qui sont à l'étranger viennent des flux financiers et ils sont à la base de nos parents qui sont là-bas. Nous sommes ici, ce n'est pas pour rester définitivement ici. Bon, nous avons pu avoir l'initiative et le courage
nous acheter des terrains. Chacun de nous fait des éléments ont acheté des terrains. Bon, je suis surpris dans le département d'Anyama que j'ai eu 2 petites parcelles. Ces parcelles, j'ai fourni l'effort pour avoir l'ACD. Mais malheureusement, ils savaient qu'il y a des gens qui n'ont pas l'ACD et qui ont construit dessus. Parce que le maire, sachant que bon, j'avais acheté le terrain, mais il s'est permis de redonner le terrain à d'autres personnes parce qu'ils n'ont plus de moyens, ils ont construit dessus. Pourtant, j'ai l'ACD. Alors, c'est ce genre de questions, parce que ça pose des problèmes. Alors, je voudrais que le maire nous donne des réponses à ça. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Alisson. La parole maintenant revient à M. Assi Mathieu. Bonsoir. Monsieur le maire, je voudrais saisir votre formule de Mathieu, vous appartenez à quelle association, s'il vous plaît? Je suis là à tant que conservateur. D'accord, merci. Donc, vous avez dit que, bon, en fait, la réflexion précède l'action. Tout se passe, d'après votre exposé, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'à Zopé, tout se passe comme si c'est l'action qui précède la réflexion. En fait, à Zopé, où pas mal de cadres ont été formés, qui est le cœur névralgique de notre vie commune, le développement de Adopé est tiré par les achats anarchiques de terrains publics. Pourquoi, au niveau de la mairie, vous ne pouvez pas vous doter d'un schéma directeur ou d'une équipe de planification pour mettre en place un schéma directeur de développement d'Adopé? C'est la question la suggestion que je voudrais vous faire. L'autre aspect de mon intervention concerne, en fait, l'opération de sécurisation du foncier rural. Après l'exposé, moi je vois que c'est plutôt une opération d'immatriculation du foncier rural. C'est très bien. C'est-à-dire que désormais, si l'opération arrive à son terme, aucun foncier ne sera laissé sans droit. Mais après, une fois l'opération d'immatriculation du foncier se pose le problème de la conservation du foncier, du patrimoine foncier. Là, on rejoint le problème du bradage, c'est-à-dire brader le foncier à des prix dérisoires. Donc c'est là que se trouve notre inquiétude. Comment faire pour conserver le patrimoine foncier sans que ça parte dans les mains? On ne sait pas. Merci. Merci beaucoup, cher frère. La parole revient maintenant à Jean Jaurès Aket. Aket. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Jean Jaurès Aket. J'ai une double casquette. Je fais partie de l'association Agofi d'Anyama Adjamé et je suis président aussi fondateur de l'association Ayala Biologicus qui contribue au développement durable en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés à Zopé faire des dons récemment. Et je pense que moi j'ai une préoccupation. J'ai fait des captures d'écran quand je rentrais dans mon village par exemple. Tous les carrefours, je ne suis pas xénophobe. Mais je vois des noms, je fais des captures d'écran, j'envoie à Madame la ministre. Les terres sont bradées. Les terres, on arrive ici, au cimetière d'Anyama Adjamé, c'est carrefour temps. Ça m'a vraiment fait mal. Je vois des jeunes aussi, ils ont l'héritage, ils vendent des terres, ils achètent des voitures. Ils roulent dans les voitures. Une voiture, ça a un coût. Il y a l'entretien. Mais tout ce qui est derrière une voiture, après, et vous, quand vous aurez des enfants, qu'est-ce que vous allez les léguer? Quand je parle, on dit non, tout est en France. Moi, ma question aujourd'hui, quand j'ai entendu le thème de cette conférence, je suis venu pour voir comment est-ce qu'on peut se réunir pour lancer un appel. Déjà, ça c'est l'appel. Comment on peut sensibiliser? C'est ma grande question. Et aujourd'hui, on a un chef du village qui est professeur à l'université, dans mon village particulièrement. Les terres se vendent comme des petits pains.
Et encore, il y a des dossiers qu'il ne connaît pas. Il y a des dossiers, par exemple, la forêt de la BD. Moi, je suis arrivé faire mes dons, il m'a dit, ah, petit. Avant 60, il y a Yassé qui avait fait des hectares en chien, il a planté des palmiers, ça a été classé, ça a été déclassé. Après, on a donné aux villageois, on ne maîtrise pas le dossier. Est-ce que tu peux fouiller allemand pour nous? Je dis, ah, je suis l'interlocuteur, si c'est un courrier, je vais faire. Donc, en l'occurrence, M. Kofi Mathias, est-ce qu'on peut tisser un contact? Il a été aussi le DICAB de Mme Luka. J'ai confondu avec vous. C'est le professeur Kenon Abotouji. Je vais vous mettre en contact. S'il a des pistes, est-ce qu'il peut se rapprocher de vous? C'est ma grande préoccupation. Et en dernier lieu, ce qui m'a fait mal encore dans mon village, on arrive, il y a une structure, on appelle Sophia, qui vient à Niamey, qui dit, bon, nous on veut prendre telle parcelle, il y a 433 hectares. Et la structure, c'est elle qui vient fixer les prix. Sophia d'Abelbois. Qui vient fixer les prix. Le mètre carré à 2000. Le villageois ne peut pas décider. Ça fait pas mal ça. Tu veux vendre ta chose, tu le vends bien. Mais quand je regarde ça, je suis frustré. Je suis indigné. Ça me fait mal. Moi, j'ai connu des périodes où je prends le vélo à 5 h du matin. Je n'ai que 40 ans. Je suis peut-être le plus jeune de la salle. Je vais jusqu'à Kakora, saigner les veillants. Pour, à la rentrée, aller au lycée scientifique. Mes grands-parents sont décédés. Je n'ai même pas eu un gain d'héritage. Et quand je vois un brade, ça me fait mal. Donc, c'est un cri de cœur. Monsieur Kofi Mathias, si je peux vous mettre en contact avec notre chef du village, interpeller comment est-ce qu'on peut avancer pour sécuriser nos terres, ça sera le bienvenu. Merci. Ce truc, Jean Jaurès. On a épuisé la première liste, donc je laisse la parole aux intervenants. Voilà. Monsieur Kofi et Monsieur le maire, la parole est à vous. Donc, la parole est à vous selon les questions qui ont été posées. Voilà. La question pour le vice-président, c'était de la CARAF, c'était des suggestions. Et puis pour les autres intervenants, c'était vraiment des questions pointues. Merci. Monsieur le maire, vous avez la parole. Il y a donc Sombo Anisson, c'est ça? Qui a acheté un terrain, et puis avec l'ACD, vraiment vous avez l'ACD en main. Mais quelqu'un a construit dessus. Bon. Ça arrive, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, quelle est la puissance de l'ACD devant une construction sur un terrain par celui qui peut-être n'a pas l'ACD? C'est la question. Mais certainement, qui lui a donné, parce qu'on peut avoir ACD et ACD sur la même terre. Et puis, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent, mais il y a longtemps, tu as donné le terrain, bon, tu n'as rien fait. Bon, même si on doit déposséder quelqu'un, on lui écrit. On lui notifie que, vu les délais, monsieur, le terrain vous sera retiré et réattribué. Alors, si vous courez pour venir faire quelque chose, ça éteint cette disposition. Mais personne ne vous a tiré l'oreille et voilà qu'il a construit. Donc, c'est un conflit ouvert. C'est un conflit ouvert. Donc, vous prenez vos papiers, vous allez devant le juge, et puis ça commence. Voilà l'alternative que vous avez. Alors, M. Assis Mathieu, développement achat anarchique de terrain, il me demande si nous avons un schéma directeur. Voici le schéma directeur de la ville d'Azopé. Vous pouvez voir, madame, c'est écrit bien dessus, le schéma directeur, signé par décret du président de la République. Oui,
Voilà. Donc, vous avez toutes les limites. Vous avez toutes les limites là. Il y a une zone industrielle hein, qui est, voilà, qui va loger les entreprises. C'est pas loin d'ailleurs là où on est en train de construire le CHR d'Adzopé actuellement. Voilà. Il y a de l'aviation, des petits trucs qui sont prévus ici et là. Voici donc notre schéma directeur. Il peut, hein, il est perfectible. Il est perfectible. On peut faire des suggestions. Et bon, d'ici 5 ans ou 10 ans, quand on fera la mise à jour, certainement que ce que vous avez demandé peut venir dessus. Voilà. Donc, le travail était fait avant moi. Ce n'est pas mon travail, mais je tenais à l'avoir auprès de moi au cas où, pour que vous sachiez qu'il y a des parcelles sur lesquelles on peut bâtir, surtout pour les opérateurs. Il y a ce qu'on appelle les réserves administratives, les zones qui sont réservées hein, pour loger des services sociaux hein, d'intérêt public. Voilà. Et donc, s'il y a des opérateurs de ce genre, hein, donc, il y a des zones qu'on peut déclasser selon la procédure donc, de commodo-incommodo. Hein, et donc, on peut attribuer ces zones pour faire des choses importantes dans la vie d'Adzopé. Alors, après l'immatriculation, bon, voilà, on a fini la conservation foncière. La conservation foncière. Donc ça, c'est M. Kofi qui va en parler, c'est-à-dire après l'immatriculation, la conservation foncière. Pas de bradage, comment conserver notre patrimoine foncier. Bon, je vais le laisser intervenir. Mais, en fait, dans l'immatriculation ou bien la sécurisation des terres, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape définitive qui est l'inscription donc du patrimoine qui a été donc immatriculé, inscription au livre donc foncier ou de la conservation foncière. Comme disait notre jeune frère, hein, de Nantes, on peut avoir des informations sur des terrains de chez nous. Ça, c'est ce qui est conservé aujourd'hui avec Internet, avec, comment on appelle, les bibliothèques virtuelles. On peut garder beaucoup de choses. Donc, ça existe et c'est la dernière étape, c'est l'une des plus importantes en tout cas. Monsieur Kofi nous dira quelque chose là-dessus tout à l'heure. Alors, bon, pour notre frère Jaurès, bon, tout à l'heure, il y a eu la réponse. Donc, les terres qui sont bradées, c'est une affaire, nous disons, donc, de mentalité. Cette mentalité, nous devons travailler cela. Hein? Les gens ne se projettent pas à l'avenir le plus loin possible. Ils pensent à l'immédiat, ils ne pensent pas à 50 ans. Donc, bon, il y a des gens qui, comme ça, pensent à 50 ans, ceux-là, on dit, sont les emmerdeurs. Parce que quand vous dites, ah, mais demain, quand on parlait demain, on dit, mais quitte là, on vit aujourd'hui d'abord avant demain. Voilà. Et donc, ça dépend vraiment hein, des personnes. Alors, je ne peux pas mettre à la place des gens qui vont aller vendre des terres, qui est héritage, aller acheter des cylindrées pour faire du bruit pendant 5 ans, parce que 5 ans après, hein, tout ce que les Blancs construisent ici, hein, c'est amorti. Et là, maintenant, commencent les réparations. Sinon, il faut le vendre et on n'a plus rien. Si ce n'est, bon, malheureusement, tout du bois, hein, ça peut se cabosser et tout ça. Donc, à nous, véritablement, à partir d'ici, d'ouvrir les yeux à nos parents, nos frères, peut-être effectivement les plus jeunes, pour qu'ils voient les choses en grand. Que le petit terrain qu'ils voient, s'il n'a pas été vendu dans l'immédiat, qu'il reste jusqu'à 30 ans, la valeur qu'il aura coûté, ça sera important. Et donc, vous voyez, sur Abidjan, il y a des gens qui ont construit des maisons, on va dire ça, c'est immeubles Baragui, ces immeubles-là sont toujours loués tout le temps. Et de famille, de génération en génération,
on bénéficie de l'usufruit de ces réalisations. Mais chez nous, on brade tout, donc c'est le cri de cœur de tout le monde. Je ne peux que nous dire que nous avons le nez creux de penser à ça, mais qu'ensemble, on puisse conjurer le sort concernant cette affaire de vente comme une démangeaison, vente de ce qu'on a, puis après on n'a plus rien, on est tranquille, et puis on est dans la pauvreté, malheureusement. Voilà. Merci, monsieur le maire. Je suis ma liste, monsieur Lambert Adon, s'il vous plaît. Akobé Séraphin, Nicole Guéhi, Simplice Yapo, Hortense Assalé, Michel Lachaud. La parole est à Lambert Adon. Je me présente, je suis Lambert Adon, je suis le président de l'association de Niang, Ranaboka. Et en plus de cela, je représente également la mutuelle du village. En ce qui concerne le village de Niang, c'est l'orpaillage. Parce qu'on parle de sécuriser le foncier au village, il faut effectivement parler de ça. Nous avons un gros souci là-bas. Nous avons eu un gros souci où il y a eu pratiquement 1000, on a fait un recensement de 1000 ou 2000 personnes, des clandestins qui sont venus envahir le village. 2000? Oui. On a fait un recensement là-dessus. Et ça a été très difficile pour la mutuelle de faire partie ces 1000 personnes, ces 1000 ou 2000 personnes. Ils sont passés un peu partout, dans les ministères et tout ça. Ça a été très difficile. Donc, du coup, en plus, on n'a même pas su que ces personnes-là sont parties du village parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un gendarme qui a été tué dans le village, si vous avez eu l'information. Là, je pense que l'orpaillage nous crée un gros souci. Comment est-ce que vous pouvez nous aider, vous, les responsables de l'AFRO, pour qu'on puisse lutter efficacement contre l'orpaillage? C'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, on nous dit que le propriétaire terrain est effectivement propriétaire de sa terre. Quelles ressources minières qui sont est-ce que c'est la propriété du propriétaire terrien ou c'est la propriété de l'État? Donc, il faudrait qu'on nous clarifie là-dessus parce que je me rappelle bien que nous sommes allés au ministère des Mines par rapport à cette affaire d'orpaillage et il y a l'un des ingénieurs, ou je ne sais pas, un ingénieur ou un responsable de là-bas qui nous a dit que tout Niang, tout le village de Niang, aussi il y a Biasso et autres, qui sont soumis à des prospections d'entreprises de multinationales qui doivent venir faire des études dans votre zone. Donc, s'il y a des orpailleurs clandestins ou des comment ils disent là, l'orpaillage semi-professionnel ou quoi, s'ils sont là, semi-industriel. Voilà, semi-industriel, merci professeur, ceux-là seront chassés par ces multinationales. Donc, du coup, on se pose, moi j'ai eu peur. Je dis, mais attends, bientôt, je n'aurai plus de village. C'est ça la problématique. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental, d'important. Nous, on a fort au dos. Merci. Merci Lambert. Merci infiniment. La parole revient à Akobé Séraphin. On synthétise pour qu'on gagne du temps, s'il vous plaît. Alors, bon, je tiens à remercier Madame Owishi, Madame le ministre. D'abord, je suis Séraphin Akobé Dassikwa. Je suis là en tant qu'observateur. Merci à Madame le ministre et à son équipe, Akouchou. J'ai été très heureux d'entendre de la bouche de Madame le ministre que Akouchou est un laboratoire de réflexion. La réflexion précède l'action, comme l'a dit le professeur, et avoir des instruments comme ça de travail, je pense que c'est nécessaire non seulement pour notre communauté, mais c'est nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Je vais poser deux questions et apporter une contribution. Ma première question s'adresse à M. Kofi. Je suis d'Assikwa, on est à 14 km d'Azopé. Et je reviens du village il y a 2 semaines à peu près. Et il y a quelque chose que j'ai constaté, mais qui existe depuis longtemps, c'est pas seulement à Assikwa. Il y a des exploitants forestiers qui vont dans nos forêts. Ils vont avec les camions billes, ils coupent les bois, ils détruisent les plantations,
et ils donnent 1000 francs ou 2000 francs aux paysans dans le champ duquel ils sont partis, et rien ne se passe. Alors, est-ce qu'une situation comme ça, et en plus de détruire les plantations, ils détruisent nos routes, parce que nous, on est sur une liste de 14 km entre Azoupé et Assiko. La question que j'avais posée, quelle structure au niveau de l'État, au niveau public, qui est chargée d'encadrer ces exploitants forestiers et tous les dégâts qui pourraient être derrière, est-ce qu'il y a possibilité d'indemniser les pauvres paysans? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, on nous a parlé tout à l'heure de comment on fait les différentes procédures pour faire en sorte que son terrain soit légalisé. Moi, j'ai une petite propriété forestière. J'aimerais demander un concours à M. Kofi. Quelle démarche je fais? Est-ce que je vais voir la forme à l'engeance d'Azopé si elle existe? Et comment je procède de ma propriété villageoise jusqu'à ce que j'ai les papiers officiels de cette parcelle-là? Quelle démarche je dois faire? Donc ça, c'est ma deuxième question. Et la troisième, que j'ai appelée ma contribution, c'est qu'aujourd'hui, on parle de problème foncier. C'est un problème qui est très, très profond et je pense qu'il dépasse le cadre d'une association. Aujourd'hui, on sait tous, après la crise qui s'est passée à Dupé et à Mans, dans la région de l'Ouest. On est très inquiets aujourd'hui chez nous, dans la suite de l'an 20. On a des orpailleurs qui sont venus, on ne sait d'où, peut-être de Côte d'Ivoire, peut-être d'ailleurs, et qui sont des gens qui sont installés là. Ils sont armés, voilà. Donc, ça nous pose question. Et ces questions-là, ça dépasse le cas d'une association comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Moi, je suis un homme qui s'inquiète beaucoup et j'ai mené une réflexion, mais à titre personnel. J'ai mené une réflexion sur la gouvernance en Côte d'Ivoire, de façon globale. Parce qu'aujourd'hui, ces problèmes-là, s'ils se posent, je pense qu'il y a une différence quelque part au niveau de l'État. Je me suis de le dire comme ça, mais je pense que c'est ça. J'ai écrit un livre qui est sorti le 1er octobre, qui s'intitule « L'Afrique francophone face à son destin ». C'est un livre qui interroge la gouvernance africaine. Pourquoi nous en sommes dans cette situation où des civils, des associations viennent se réunir pour réfléchir comment on va régler le problème du foncier. Et il n'y a pas que le foncier, il y a d'autres problèmes. Donc, je donne l'information aujourd'hui que j'ai écrit un livre qui est là, l'Afrique francophone face à son destin, et qui pose véritablement question sur notre existence en tant qu'État et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger certaines insuffisances dans nos gouvernances. Donc, j'aurai bientôt, je finis rapidement, j'aurai bientôt une conférence de presse pour faire la dédicace du livre. Pour moi, venir vous serez Merci beaucoup, Sébastien. Le titre du livre, c'est l'Afrique francophone face à son destin. Donc, il faut l'acquérir pour voir ce que notre frère propose. Je dis désormais que quand un acquis fait quelque chose, il faut que tous les acquis soient à côté, en la solidarité. Nicole Guéhi a la parole. Nicole Guéhi est notre amie qui vient tout droit de Londres pour assister à cette conférence. Elle est venue spécialement de Londres et c'est mon invité spécial. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Nicole Guéhi. Je voudrais d'abord dire merci aux panélistes qui se sont réunis, retrouvés autour d'un terme du foncier rural qui est d'une importance très capitale. Et comme mon nom l'indique, je suis pur fruit du Guémon. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de Pangolo-Fakoulou. Alors, le terme du foncier rural aujourd'hui est très important chez nous. C'est un problème qui a atteint un pic dans la région de l'ouest. Voilà pourquoi, lorsque j'ai appris qu'il y a une réflexion sur ce thème, je me suis tout de suite rendue ici pour apprendre auprès des experts. Ceci dit, j'ai deux préoccupations. La première concerne la loi 1998 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural qui donne droit aux autochtones d'être d'abord des propriétaires. Mais je sais que cette loi
est un peu insuffisante. Il y a beaucoup d'insuffisances, mais le fait déjà de donner le droit, un droit coutumier, donc il reconnaît le droit coutumier, je me pose la question, comment être en même temps propriétaire et exiger à nos parents des titres fonciers, si les panélistes peuvent bien mieux éclairer sur ce point. Ensuite, ma deuxième préoccupation, je continue d'abord, est-ce que, pour continuer sur cette même loi, est-ce qu'il y a des dispositions, vu le coût très élevé pour l'obtention du titre foncier et aussi la non-connaissance des démarches administratives, est-ce qu'il y a des dispositions, des mesures d'accompagnement pour que nos parents puissent, de façon effective, obtenir des titres fonciers? Ma deuxième préoccupation, c'est la nouvelle disposition dont un panéliste a parlé tout à l'heure, je ne sais plus lequel, mais cela concerne 2023, où de facto, si des titres fonciers n'ont pas été obtenus, nos parents seront dépouillés de leur terre. Et ça, je ne sais pas si le panéliste peut encore nous expliquer un peu. Ensuite, nous constatons, enfin j'ai constaté tout à l'heure à travers les interventions que la mairie, les municipalités ne sont plus responsables de l'obtention des terrains, des documents, ainsi que les préfets. Alors, je ne sais plus comment ça se passe réellement concernant les terrains villageois qui donnent l'approbation. Et après l'obtention de l'approbation, d'ailleurs, où se renseigne-t-on pour savoir que telle parcelle a été obtenue l'approbation? Parce que souvent, lorsqu'on achète des terrains, on nous dit ok, vous avez peut-être l'attestation villageoise, mais on n'a pas encore l'approbation du ministère. Alors, où on se renseigne et qui donne cette approbation réellement? Et finalement, est-ce qu'il y a des... Aujourd'hui, on attend au niveau de nos différents villages, on apprend qu'il y a des chefs de terre, des comités. Est-ce que ces comités-là sont reconnus? Est-ce que c'est avec ces comités qu'on fait des transactions? Ou bien est-ce que ce sont ces comités qui, après, vont au ministère? Est-ce que vous pouvez, si possible, nous expliquer mieux cela pour que nous puissions, nous aussi, surtout moi, aller vers mes parents pour mettre en place cette très belle plateforme que vous venez de mettre en place pour aussi faire des réflexions sur le foncier. Je vous remercie. Oui, merci Nicole, merci pour l'intervention. Je vous remercie également pour cette conférence. On a fait pas mal de choses et je vais tâcher de bref parce que le temps court. On a une préoccupation par rapport au fait qu'une fois que nos parents ont acquis un certificat foncier, ils étaient possiblement capables de revendre la terre et de la braquer. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est possible légalement au niveau d'un village en mettant en place des règles de préemption des terres pour éviter que les villageois ne les vendent à qui que ce soit et que ça revienne en priorité soit à la mairie, soit au village lui-même? Est-ce que ça, c'est possible dans la loi ivoirienne de mettre en place ce type de disposition? Et ma deuxième question, elle est un peu plus rapide, c'est juste une clarification dont j'aurais besoin. Quelle est la nuance entre le certificat foncier et le titre foncier? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Hortense Assalé. Après, ça sera Michel Lachaud et puis Hortense Assalé. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais remercier l'association Akochou pour cette initiative qui concerne tout le monde. Remercier les deux panélistes, le professeur Amokou et M. Kofi Mathias, qui nous ont vraiment édifiés. J'avoue que je me suis reconnue un peu dans certaines situations où plusieurs fois je me suis fait plumer entre guillemets par mes propres frères au village dans l'achat des terres, dans l'achat des terrains. Mais bon, c'était quand on ne connaît pas ses droits, on est victime de tout venant. Mais je ne désespère pas que je pourrais trouver une solution à mes difficultés. Mais
au niveau de leur intervention, je pense qu'on a plutôt creusé le volet sécurisation des terres, identification et tout ça. Mais moi, je pensais qu'on allait développer aussi l'aspect du pourquoi, des causes en fait. Pourquoi on vendait les terres, pourquoi on en était là. On a simplement dit qu'il faut les sécuriser pour ne plus qu'on les vende. C'est bien. Une fois qu'on a fini de les sécuriser là, pourquoi les gens les vendent? Ils les vendent pour plusieurs raisons. Il y a la précarité, il y a la pauvreté. Bon, la sœur. Excuse-moi, ils ont dit. Hein. Non, la sœur, il y a une intervenante qui vient de Londres qui a dit est-ce qu'il va y avoir des mesures d'accompagnement? C'est en cela, ça nous intéresse, la mesure d'accompagnement. Est-ce que cette jeunesse qui vend, est-ce qu'on a un programme pour eux, programme d'insertion professionnelle à leur intention? Est-ce que voilà, les problèmes pour lesquels ils vendent vont être réglés? Parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, on m'appelle, on me dit ah, quand il y a un couple qui a les enfants, leur fils qui va sortir prêtre. Donc, pour faire la cérémonie, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il fasse le machin. Donc, ils vendent 2 hectares. J'ai dit, mais moi, je ne vous ai pas dit que je veux acheter. J'ai dit, je veux louer pour faire, comment on appelle ça, du poivre. Je ne veux pas acheter. Je veux louer parce que je ne veux pas. Je lutte contre ça. On me dit, ah, quand donc, tu ne nous intéresse pas. Hein. Les vieux, là, ils veulent acheter pour faire la cérémonie de l'air. Mais ça m'a fait de la peine. Il y en a qui ont besoin d'une paire de lunettes qui vendent leur terrain, qui veulent aller faire une radiographie, ils vendent le terrain. C'est ça, les mesures d'accompagnement là. Quand on a fini de sécuriser, ils ont fait tous ces titres-là. Il faut penser à ça. Donc voilà, donc, je pense à ça. Quand je dis ils n'en ont pas parlé, non, ils ont dit beaucoup de choses. Je valide tout non, pas eux, pas à leur niveau, mais voilà, c'est ça. De ce qu'on a vu là. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un séminaire qui nous a édifié. C'est vraiment. Moi, je pense qu'à Kochou, peut, comme c'est un laboratoire, il faudrait que. Enfin, un laboratoire, oui, laboratoire d'idées pour le projet, il faudrait qu'on envisage comment penser à mettre en place des trucs pour les jeunes. Parce que si tu donnes même un seul hectare à un jeune, sans l'agriculture mécanisée, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse aujourd'hui avec une gabarre et une machette? Il ne va pas aller plus loin que ça. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui font qu'ils continuent de vendre. Et pour terminer, j'aimerais aussi dire qu'il faut simplifier encore la démarche. Monsieur Afort, Monsieur Kofi Mathias, je sais que vous êtes Kofi Mathias, mais je préfère vous appeler Monsieur Afort. Il faudrait voir comment simplifier encore les démarches à l'attention de nos parents. Simplifier la démarche et puis réduire aussi le coût. Parce que si je n'ai pas l'argent pour aller chez le médecin, ce n'est pas 400 000 francs, je vais payer pour ma terre, enfin, pour avoir les papiers. Donc voilà, comme il est l'heure, moi-même j'ai été négocié, mais je ne vous dis pas l'heure exacte. Voilà, on peut, c'est pour te dire que je peux prendre encore 2 intervenants, ma grande soeur. Voilà, merci. La parole à Michel Achot. Michel Achot de l'association de conduction. Non, merci, je suis libre observateur. Ok. Je ne parle pas au nom de l'association. Ok. J'ai 3 questions. Il y a 2 pour vous, Madame la ministre, et puis il y en a une pour le monsieur qui est exposé sur Affort. Alors, la première question, est-ce que, Madame la Présidente, pourriez-vous nous dire, ou du moins pouvez-vous me dire, qu'est-ce que ça signifie accoucher exactement? Accoucher. D'accord. Posez le reste des questions et puis je vous répondrai. Ensuite, la deuxième, moi, pratiquement venant ici, j'ai pensé, et c'est dans ma décision, j'ai pensé que cette association Accouchou sera auprès de nos parents, les accompagner à se défendre. Donc, défendre l'intérêt de nos parents. Et on n'en a pas fait sujet, on n'en a pas fait cas du tout.
C'est là ma décision. Maintenant, la troisième question s'adresse à l'exposant de Afor. J'ai appris tout au long de l'exposé, j'ai vu que on ne parlait pas d'État de Côte d'Ivoire, mais on parlait beaucoup plus de la Banque de France et de la Banque mondiale, comment on appelle, de l'Europe, ainsi de suite. Mais est-ce que l'État ivoirien se désengage comme ça, il vend comme des troupeaux, il nous vend tous, tout le territoire ivoirien? C'est la question. Merci. Merci infiniment. Alors, nous, le mot Akoshu est un mot acquis qui signifie étymologiquement ensemble pour la victoire. Parce que quand les guerriers avant, à l'époque traditionnelle, aux temps anciens, quand ils allaient en guerre, quand les chefs guerriers allaient en guerre, bah, ils se mettent dans un endroit secret, dans une forêt secrète, et puis ils se mettent ensemble, vraiment, ils font des incantations pour se donner la force pour aller au combat. Et on dit, bah, je Koshu pas, Akoshu. Quand ils gagnent la bataille, qu'ils reviennent au village, on les célèbre aussi avec des chants de victoire, les femmes poussent des cris de joie, etc. Les femmes, donc pour nous, la Akoshu, ça veut dire que nous allons nous mettre ensemble, nous les Akiens de la diaspora, nous allons nous mettre ensemble pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre les problèmes qu'il y a dans notre région, pour lutter contre un certain nombre de maux qui existent dans notre région. C'est pour ça que nous avons appelé notre association Akoshu. Et c'est pour ça que nous faisons le tour de toute l'Europe, de toute l'Amérique, pour rassembler les acquis, parce qu'il faut décloisonner les associations. Les associations sont trop cloisonnées. Association de Yakassene, donc ils sont entre eux, Yakassene. Association de temps, ils sont entre eux, etc. Non, il faut décloisonner, parce que chaque association a quelque chose à apporter aux autres. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte. Là, on n'a pas eu le temps de vous présenter le discours que nous a fait, le message de soutien que nous a fait le président de l'Association des acquis du Canada, parce que la technique n'était pas bonne. Vous avez vu plus ou moins le discours du président de l'Association des acquis d'Italie, ainsi que le discours ainsi de suite. Parce qu'il faut décloisonner, il faut mettre toutes ces personnes-là ensemble pour qu'on puisse penser ensemble le développement. Donc voilà pourquoi nous avons créé Akoshu. Et notre programme d'activité, on ne pouvait pas le dérouler ici, sinon la question qu'il a posée, c'est effectivement dans ce cadre que nous travaillons, mais on ne peut pas dérouler ça ici parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour comprendre nous-mêmes aussi, nous instruire sur la question du foncier rural. Bien comprendre ça pour qu'on sache comment aider nos parents à sécuriser leur terre. Donc nous sommes venus aussi aujourd'hui à l'école pour apprendre. Donc je vous remercie. Je passe la parole au conférencier. Monsieur Adon et Monsieur Akoubé, comment sécuriser les terres qui font l'objet de pression en rapport avec leur paillage? Et l'autre côté, c'est plutôt en rapport avec la forêt, le patrimoine forestier. Alors, il y a deux codes. Il y a le code minier qui existe avec les dispositions qui sont prises. Il y a le code forestier aussi. Vous l'avez sur le net, vous tapez Côte d'Ivoire, vous allez voir. Le plus important, ce que je peux dire aujourd'hui, les parents qui ont le droit foncier cultivé sur les terres doivent faire établir un certificat foncier pour être reconnu officiellement. C'est un acte administratif qui a, quelqu'un demandait tantôt la différence entre le certificat foncier et le titre foncier. Le certificat foncier, c'est un acte administratif qui a pratiquement les mêmes pouvoirs que le titre. Il est impersonnel, c'est-à-dire que si vous faites établir un certificat foncier à votre nom, vos progénitures ne sont pas obligés de le prendre à leur nom. Il est cessible, vous pouvez vendre, vous pouvez morceler et vendre, vous pouvez morceler et faire des prêts. Voilà. Et donc, la seule chose, c'est une phase intermédiaire. Et pour moi, je pense qu'il était important de mettre cette phase intermédiaire. À l'époque, il fallait passer directement à l'immatriculation.
On a tenté cela pendant 40 ans, ça n'a pas marché. Moins de 4% des terres ont été immatriculées. On s'est dit, bon, pensons sécurisation et paix sociale en milieu rural, établissons un acte qui ne sera pas très coûteux. Malheureusement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le coût, mais qui reconnaît le droit et qui permet d'asseoir cette paix sociale. Donc, on met en place le certificat foncier qui s'appuie sur la reconnaissance du droit foncier coutumier. Vous avez un acte qui est reconnu. Si d'aventure, il y a un permis d'exploitation minier qui est engagé, un permis d'exploitation forestière qui est engagé, vous, en tant que détenteur du certificat foncier, les deux codes que j'ai cités tout à l'heure ont pris des dispositions à suivre. Donc, c'est le conseil que je peux donner pour l'instant. Démarche pour un certificat foncier. Il est clair que, comme je l'ai dit, si vous engagez dans la démarche tout seul, il est coûteux. Parce que vous allez faire déplacer à vos frais le géomètre respect. Par contre, si vous associez, vous êtes 5 ou 10 par exemple, il y a une économie d'échelle qui est réalisée. La démarche consiste en quoi? Vous allez à la fois, nous commençons à avoir des structures déconcentrées. Nous allons être présents à partir du mois de décembre à Azopé. Nous serons avec un bureau départemental positionné au niveau de la préfecture et puis une représentation régionale positionnée au niveau de la direction régionale de l'agriculture. Si l'AFOR n'est pas déployée, vous rendez à la direction départementale de l'agriculture pour acheter une liasse. Nous sommes en train de faire tout pour que ce ne soit plus à acheter. Puisque le système d'information foncière qu'on met en place, ça va être un site full web où vous arrivez, il y a un match de saisie, on rentre toutes les données, on imprime des copies de données. Mais nous n'en sommes pas encore là. Actuellement, il y a une liasse. À l'intérieur de la liasse, il y a plusieurs formulaires avec les étapes qui vous suivent pour arriver jusqu'à la signature du certificat foncier. La liasse coûte 10 000 francs. On veut mettre une croix dessus, mais nous ne sommes pas pour l'instant. Et après cela, vous voyez le directeur départemental de l'agriculture, le sous-préfet qui va nommer un commissaire enquêteur. Et le commissaire enquêteur va faire la partie administrative de l'enquête. Et le géomètre expert que vous avez vous-même contracté va faire la partie technique pour finaliser le dossier technique qui amène maintenant à la signature du certificat foncier par le préfet. Le certificat foncier signé par le préfet. Durée pour faire constater les droits coutumiers. Ça semble bien. Parce que à l'époque, le législateur a dit qu'il faut amener tout le monde à se faire établir un acte administratif sur les terres rurales. Donc, amener les populations à se faire délivrer un certificat foncier. Il se donnait 10 ans. 10 ans. Voilà. 10 ans pour que ceux qui ont des droits fonciers coutumiers sur les terres les fassent constater et arrivent à l'immatriculation foncière. La loi a été votée en 2000. On a commencé en 2013, on avait déjà dépassé 10 ans, on était déjà à 13 ans. Le président qui a fait, on a pris de nouvelles dispositions et on a rajouté encore à 10 ans. Donc, contrainte, c'est bien pour amener les parents à s'engager rapidement dans la démarche. Mais est-ce que, entre vous et moi, est-ce que, admettons qu'en 2023, on arrive et qu'il y a encore des terres qui ne sont pas des droits fonciers coutumiers, qui ne sont pas engagés dans la procédure, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir pour autant? Non, donc c'est des mesures pour attirer l'attention et inviter la population à s'engager dans la démarche du certificat. CF versus TF. Certificat foncier par rapport au titre foncier, c'est ce que j'ai dit. Si on prend en compte les dispositions en place, le certificat foncier est transitoire. Nous, au niveau de la force, ce changement-là, nous souhaiterions, on est en train de mener le combat combien pour que ce document ne soit pas transitoire. C'est-à-dire que le détenteur du certificat foncier ne soit pas amené à le transformer en titre foncier de façon obligatoire. Voilà.
Donc, c'est en cours. Il faut... La grande différence, c'est que quand on s'engage dans la démarche de l'immatriculation, on va passer dans le domaine, comment on dit, voilà. On va reverser ces terres-là au niveau du cadastre, donc on tombe dans le domaine urbain. Il y a un titre qui peut être inscrit au livre foncier. D'accord. Inscrit. Et après, soit on va immatriculer au nom de l'État et vous faire signer un bail emphytéotique, ou alors on va immatriculer la terre à votre nom. La grande différence, c'est ça, vous êtes inscrit dans le livre foncier officiel et vous êtes reversé au niveau du cadastre. Sinon, c'est la même chose. Comment? Non, on ne paye pas d'impôt foncier. Justement, très bien, on ne paye pas d'impôt foncier pour le certificat foncier. Ah, mais bien sûr, pour le titre, dès que vous amorcez la démarche de l'immatriculation, si la terre n'est pas mise en valeur, c'est 300 francs par hectare, ils sont en train de changer d'ailleurs par an. Voilà, 300 francs CFA par hectare par an. Quand on dit comme ça, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais quand vous passez assez de temps avant de partir, ça coûte. Voilà. Mais le CF n'est pas, tant qu'on n'a pas mis la parcelle en valeur, vous n'avez pas loué toute l'exploitation agricole là, qui va générer des gains, parce que dès qu'il y a une activité agricole, là, il y a une taxe qui passe dessus. Le dernier, c'était parler des actions. Voilà, la Côte d'Ivoire. Monsieur, le parent qui était intervenu tout à l'heure sur le financement, on a parlé de plus des bailleurs de fonds étrangers que de parler de l'État ivoirien. Est-ce qu'on a vendu toute la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai parlé du cadre institutionnel. J'ai parlé des problèmes dans la sécurisation du foncier rural. S'il y avait 3 ans d'arrière que vous avez posé la question, j'aurais dit peut-être c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, l'État finance les activités de sécurisation foncière rurale. Le programme d'appui au foncier rural est financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire. Quand je parle de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'AFD, c'est des prêts. Ce n'est pas cadeau. Mais il n'y a plus de cadeau. C'est des prêts qu'on doit rembourser. L'opération, quand je parlais tantôt, j'ai dit gratuite pour les populations. C'est vraiment pour les populations, sinon pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est des prêts. Donc, il n'y a rien de cadeau, on n'est pas en train de brader. Puis quelque chose, si on contracte des prêts, c'est là qu'il y a des problèmes. Hein? Voilà. Sinon, l'État finance, vu que l'État a inscrit la sécurisation des fonciers rural dans ses priorités. Je confie avant de changer le prochain demain. Oui. Qui détermine le prix du mètre carré? Ah, bon, pour les certificats fonciers, c'est tout simple. Hein? J'ai parlé déjà, on peut faire le calcul hein, si on avait le temps. Qui calcule? L'alliance foncière qui coûte 10 000 francs. Le géomètre espèce, c'est vous qui allez le voir. Il y a une tranche. Le coût de l'intervention, c'est vous passer les 500 000 francs. Sur le terrain pour vous faire le dossier foncier. Ça, c'est à votre charge. C'est vous qui allez le voir. Ils sont 3 ou 4 par région. On a la liste, il y a un petit SG. Si je fais la carte que j'écris dessus, vous allez voir pour Azopé, la région de la baie, vous allez voir les cartes qui interviennent là-bas. Vous les verrez tout de suite. Vous les appelez, voilà. Et donc, si vous engagez tout seul, c'est cher. En moyenne, on a dit 400 000 francs au moins pour une vingtaine d'hectares. Hein. Parfois, ça peut aller plus. Donc, si c'est une demande groupée, ça devient moins cher. En tout cas, c'est une démarche coûteuse. C'est pour cela que le projet qu'on a pris n'était pas financé par la Banque mondiale. Mais là, on a pris le crédit avec la Banque mondiale, par Beaufort. Il faudrait que les parents qui sont touchés par ce projet-là adhèrent et s'inscrivent massivement pour que le projet puisse bénéficier gratuitement de ce certificat foncier. Merci beaucoup, M. Kofi. Monsieur le maire, 2 petites minutes, on est désolé, et puis on va arrêter la rencontre, malheureusement. Je pense que nous avons compris toutes les implications. Bon, pour l'Anvin, qui demande, bon, qu'est-ce qui se passe pour les ressources minières qui peuvent y avoir sur votre parcelle, alors que vous êtes supposé être propriétaire
effectivement, il n'y a pas que les ressources minières, il y a tout ce qui est d'intérêt national. Hein, si on a découvert de l'or une grande quantité, comme si on a découvert du pétrole une grande quantité, l'État se reconstitue propriétaire et vous reloge. Même quand vous avez construit, bâti votre maison, et qu'on a dit ici, bon, on va faire une boîte TGV, quoi, donc ça prend votre maison, on va casser votre maison, on va vous loger ailleurs. Donc ça, c'est le principe qui existe déjà. Donc, s'il y a de l'or et que on doit effectivement utiliser vos terres, je pense que vous se serez dédommagé en conséquence. À Adzopé, nous avons pris des terres des gens parce que nous avons pris une nouvelle parcelle pour le cimetière. Mais tous ceux dont on a pris les terres, on les a dédommagés. Donc, c'est un peu ce même principe. Et puis, on a parlé des industriels qui viennent, qui abattent vos arbres et tout ça. Et puis, ils vont donner 1000 francs maudiques, symboliques et partir. Là, bon, nous tous, on l'a plus ou moins vécu et c'est très frustrant. Mais moi, j'ai un peu discuté avec les industriels du bois qui sont à Adzopé. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont des permis d'exploitation forestière que là a délivré l'État de Côte d'Ivoire. Hein? Pour certains, ils sont à Adzopé, mais leurs parcelles d'exploitation sont par exemple à San Pedro quelque part. Donc en fait, ce sont des limites qui leur sont reconnues. Et nous, on est dedans alors que, bon, on dit qu'on est propriétaire. Ils viennent, ils vont, à cause d'une essence qu'ils vont transporter, ils vont faire beaucoup de dégâts. Bon, si on se constituait tous pour effectivement porter plainte, je pense que ça aurait plus effectivement de relents. Parce que c'est ça. Une seule personne devant eux, finalement, ça ne donne pas. Mais si on était plus nombreux, ça va donner. Vous avez aussi, mademoiselle, c'est Madame Guéhi, s'il vous plaît, on finit. Donc, elle a demandé, voilà les nouvelles dispositions de 2023. S'il n'y a pas de titre foncier, les parents seront dépouillés. En fait, je pense comme on a dit, en 98, on a dit 10 ans. Et puis en 2013, on a dit 10 ans. Peut-être que fin 2013, on va, bon, comme vient de dire. Donc, en fait, il y a une pression qui est artificiellement mise sur les parents. En fait, c'est ça. Et ils pensent effectivement qu'on va les déposséder et ils vendent. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu le titre foncier ou quoi qu'ils vendent. C'est parce qu'ils ne peuvent pas payer pour le titre foncier et pour ne pas être dépossédés qu'ils vendent. Mais on peut les rassurer, on peut prendre plus d'informations, sachant que les choses, mais avant que les décisions se prennent, on a un peu vent, on peut leur dire effectivement que peut-être qu'en 2023, l'État ne va pas prendre toutes les terres, vu que jusqu'alors, il n'y a que 4 à 5% du couvert forestier foncier rural qui est donc immatriculé. Alors, entre le maire et les parents qui donnent l'approbation pour les terrains, ça, je l'ai dit, hein, on a dit que c'est le chef du village qui donne l'attestation de propriété foncière à partir donc du comité villageois de gestion du foncier. Et donc, à leur niveau, ils voient comment ils font et ils sont sûrs et le chef du village signe. Donc, c'est ce qui déclenche la procédure. Aujourd'hui, ce n'est plus le maire, ce n'est plus non plus le préfet. Voilà ce que nous avons dit. C'est qu'effectivement, on reconnaît les droits coutumiers. C'est ce que ça veut dire aussi. Alors, Simplice Yapo parlait donc de règles de préhension qu'on pourrait mettre en place pour ceux qui bradent les terres. Je pense que c'est un comité d'éthique villageois qui peut effectivement sensibiliser, raisonner, exhorter les parents à donner de la valeur à leur terre. Donc, je pense qu'ils peuvent mettre toutes les dispositions qu'ils veulent mettre pourvu qu'eux tous soient d'accord.
la personne dit c'est ma chose, je vais en faire ce que je veux. Tu vas faire quoi, comme on dit quelqu'un. Mais si on a réussi à le convaincre, pas à l'insulter, comme s'il est inconscient, mais à lui dire on comprend ses difficultés, puis voir que ça a de la valeur, s'il ne peut pas aller chercher l'argent ailleurs, plutôt que de brader, voilà. Je pense que ces choses sont possibles. Voilà. Hortense à Salé, simplifier la démarche. Bon, je pense que c'est un groupe comment on appelle, de lobby qui permet d'obtenir les choses. Et je pense que nous sommes déjà presque dans la voie avec ce que nous commençons aujourd'hui. Voilà. Donc, quoi encore? Bon, je pense que, voilà, j'ai fait le tour. Merci à tous. Merci infiniment. Je voudrais qu'on salue mon fils Eric Nyangui, que j'appelle Eric Ier, parce qu'il est une des personnalités qui soutient Akochou. Lève-toi pour qu'on t'applaudisse. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Bien, on a, chers amis, vraiment, chers parents, je ne sais pas comment vous dire merci. Vous avez honoré de votre présence malgré vos calendriers chargés, monsieur le président de la CARA, tous les présidents d'associations qui êtes là, les mesdames et messieurs qui êtes venus. Donc, je vous remercie infiniment de votre présence. Je voudrais, à votre nom, remercier la FOR et son directeur général, à la personne du ministre Babachek Daniel. Je voudrais remercier M. Kofi Mathias, qui est venu hier et qui repart demain, parce qu'on a besoin de lui en Côte d'Ivoire pour continuer ce travail-là. Merci beaucoup d'être venu. Je voudrais remercier en votre nom à tous Monsieur le maire qui spontanément s'est mis à notre disposition. Vraiment, on le remercie. Merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment et on se dit à la prochaine. Merci.